de cette conférence du projet Mumia. Mon nom est Fabio Gelfi, CGL Lombardie. Je vous remercie pour m'avoir appelé et en tant que modérateur pour cette table ronde qui, comme Gabriel a dit, prévoit une discussion plus politique de comités d'entreprise européens ou plutôt de la représentation transnationale des intérêts des travailleurs dans le cadre des entreprises de caractère transnational. Je ne vais pas perdre du temps pour donner le plus d'espace possible aux interventions. C'est que je vais seulement parler de deux questions qui sont importantes en tant que questions de contexte pour le comité d'entreprise européen. Ce sont des organismes qui vivent dans le cadre d'une création institutionnelle avec l'Union européenne, où le périmètre géopolitique, pendant ces dernières années, a été frappé beaucoup plus que dans d'autres parties du monde par une crise très grave qui, paradoxalement, a mis en évidence comment les niveaux continental et transnational de la gestion de certains problèmes et de la mise sur le plateau de la même stratégie était probablement un des problèmes, un des niveaux plus prédominants. Donc, c'est un des vecteurs de solutions ou de création de problèmes peuvent commencer. Dans ces contextes, les comités d'entreprise européens peuvent représenter un cas d'évaluation à propos d'une fonction qu'ils ont, mais aussi au sujet d'une priorité du syndicalisme, c'est-à-dire la corrélation, la coordination, la transnationalisation de coordination, la capacité de construire un réseau capable de réaliser un réseau de parcours, un réseau de collaboration vers un syndicalisme européen et effectif. Mais il faut pas, ça ne doit pas nous détourner, d'après moi, ça ne doit pas nous empêcher de faire face à des questions très importantes concernant le fonctionnement de comités d'entreprise européens qui ne sont pas éloignés des évaluations politiques sur la fonction stratégique pour les syndicats d'organismes, par exemple, comme les comités d'entreprise européens. Mais au contraire, on se concentre, on souligne le problème clair de l'action syndicale au niveau transnational et qui peuvent être bien traduites dans la contextualisation de comités d'entreprise. Hier, comme vous avez vu, on a montré les résultats qui soulignent certains points critiques. Ce sont certainement des points critiques qui sont connus parce qu'ils sont récurrents, mais qui soulignent la présence d'obstacles importants à affronter. Quand on doit constituer un comité d'entreprise et donc le fonctionnement de représentation dans un contexte transnational, on a besoin d'acquérir des informations dans le périmètre de la multinationale. Il faut avoir à acquérir des informations, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ADN des entreprises qui pourraient collaborer au niveau transnational et se coordonner dans des confédérations du secteur et aussi impliquer le représentant des travailleurs qui est réellement dans les processus parce que eux-mêmes, ils deviennent des acteurs de coordination. Donc ça, c'est un facteur qui peut être géré, mais qui présente beaucoup de difficultés qui sont liées aux besoins de formation, aux besoins de syndicalisation dans les cadres de comités d'entreprise européens. Et surtout, il faut impliquer les représentants des travailleurs dans les cadres de multinationales qui travaillent dans des sites différents. Et ça, c'est un élément de difficulté qui est associé au comité d'entreprise européen. Les comités d'entreprise peuvent exister. C'est certainement un défi pour les syndicats.
pour les travailleurs, par exemple, qui ne sont pas associés liés directement à nos comités. Donc ça, c'est un défi et on examine ces types de problèmes. Et dans ces cas un peu plus spécifiques qui est lié à ces projets, mais aussi aux caractéristiques de FICAM, qui est promoteur de ce projet, il est fait par exemple que les multinationales sont articulées, sont organisées dans des secteurs d'intervention ou de vente différents qui produisent un contexte de multisectorialité qui doit être reproduit à l'intérieur d'un comité d'entreprise, d'une multinationale. Et même cette fois, on souligne les sujets qui sont importants de la coordination syndicale, la transversalité de certains problèmes, au sujet de l'harmonisation des relations industrielles, non seulement dans des contextes culturels différents, parce qu'on provient d'États différents de l'Union européenne, mais aussi parce qu'on appartient à des milieux différents de la représentation. Donc, on pourrait dire à des fédérations différentes par rapport à l'affiliation aux organisations européennes, et non seulement, mais aussi au niveau national, à des fédérations différentes pour la couverture des secteurs, pour, par exemple, la négociation ou les conventions collectives. Ce sont deux sujets très techniques, mais seulement apparemment techniques. Ce sont des sujets qui sont au contraire très politiques et qui ont besoin de stratégies politiques pour être traités et qui ont besoin d'outils pour être résolus. Et c'est ici que je pose ma question à laquelle je demande une réponse synthétique, mais à laquelle je demande d'essayer de se concentrer sur des aspects de type concret qui répondent à des besoins techniques, mais qui ont aussi des côtés politiques très importants. Donc, quels sont, d'après vous, et donc je m'adresse à Marina et ensuite aux autres participants sur ces plateaux, quelles sont les réponses à donner du point de vue opérationnel et stratégique à ces types de problèmes qui sont très pratiques, mais qui sont essentielles et très importantes du point de vue syndical. Alors, Madame Marina, je propose de donner une réponse d'environ 3 minutes. Alors, bonjour à tous. Merci pour m'avoir invité. Je vais donner une réponse très directe. Lorsqu'il s'agit du comité d'entreprise européen et donc de la représentation d'intérêts des travailleurs au niveau des multinationales, certainement une des réponses essentielles qu'on peut donner à la question de Fabio est dans le renforcement de la surveillance sur la mise en place de la législation européenne qui existe. C'est un des rares cas où on peut vanter d'avoir une législation européenne qui crée effectivement un niveau d'échange et un vrai terrain de participation pour les travailleurs dans une dimension vaste, complexe, qui se déplace, qui évolue de manière beaucoup plus rapidement que les syndicats. Il s'agit quand même d'une législation qui a été innovée relativement et qui, dans le cadre de la réglementation que l'Union européenne donne sur les droits d'information et consultation, présente 2 points assez avantageux, très avancés. Il faut dire que la directive, ce n'est pas l'outil le meilleur. La mise en place de cette directive, l'implémentation de cette directive n'a pas été pleine et n'a pas répondu de manière complète aux dernières exigences, surtout pour ceux qui demandaient cette directive, pour faire en sorte que les droits des travailleurs soient effectif. Donc, il faut dire que, de ce point de vue, un premier pilier d'activité concerne la surveillance de l'outil, donc de l'outil législatif, donc de l'application de la législation au niveau européen, au niveau national,
mais aussi une surveillance du niveau sur lequel, bien souvent, on décharge les responsabilités de réalisation de droits, de mise en place des droits qui est à les niveaux de négociation dans les conventions collectives. Donc, les supports, le soutien, surtout de la part de CES, concerne la surveillance sur la plénitude du moyen législatif, sur la... Bien évidemment, les conditions qui sont assurées par cette directive, pour que ça ne soit pas seulement sur papier, il faut soutenir les acteurs qui réalisent cette directive dans la pratique. Et ça, c'est la première clé de lecture et les premiers plans d'action, c'est-à-dire celui qui concerne le renforcement de la coordination entre les différentes représentations des travailleurs, surtout lorsqu'on parle de multinationales, entreprises multinationales, on parle de réalités très complexes, très fragmentées, et pas toutes les réalités sont représentées de manière satisfaisante à l'intérieur des comités d'entreprise européens, même si la directive prévoit cette possibilité. En particulier, la coordination est essentielle, est cruciale dans les cas non seulement des restructurations, comme par exemple en tant qu'hypothèse de support, de soutien, de défense, mais aussi pour avancer, anticiper les changements, pour faire en sorte que le droit de consultation, de participation des entreprises multinationales puisse avoir un résultat réel et proactif au bénéfice des travailleurs. Je te remercie pour cette contextualisation pour la CES. Maintenant, je demande à Fausto de nous répondre. On parle de multisectorialité, on parle de coordination du point de vue de la Confédération, comme la CGL. Donc, il est important de comprendre, pour comprendre quel est le rôle d'un acteur national qui coordonne des secteurs au moment où ces secteurs doivent être coordonnés au niveau transnational. Bon. Multisettoriale. Il est évident que cette dimension complique l'activité de constitution, négociation avec les entreprises parce que prévoit la nécessité de mettre ensemble, de regrouper des acteurs différents, d'appeler, de faire participer des acteurs qui normalement interviennent dans deux cadres différents au niveau national. Et surtout, pour ce qui est de la coordination européenne, il s'agit de discuter avec des fédérations européennes des catégories qui sont elles-mêmes organisées de manière différente l'une de l'autre. Donc, de ce point de vue, la réflexion que Phil Camps a décidé de faire avec ce projet est une réflexion utile aussi pour une collaboration confédérale, c'est-à-dire pour tous les syndicats au niveau national et aussi européen, comment agir pour vis-à-vis des entreprises multisectorielles et pour mieux coordonner l'activité avec ces types d'entreprises en tenant compte de la complexité des difficultés dont on a parlé. Donc, le point auquel je veux répondre en 2 minutes et continuer à répondre en 2 minutes est le suivant. Je crois que dans le cas de ces entreprises, même les cas qu'on a vus hier, qui ont été soumis hier, les besoins de renforcer les mécanismes qui sont prévus par la directive quant à la formation, participation, consultation, pour permettre aux travailleurs de participer aussi au niveau transnational, est un besoin qui est accentué dans ce type d'entreprise parce que
plutôt que dans les entreprises d'autres secteurs. Ce sont des entreprises où la réorganisation, la redéfinition de missions de production, cadre de travail, organisation et allocation de travail et exécution de services, c'est une évolution constante. Et je crois que sans renforcer, si on n'arrive pas à renforcer notre capacité de créer rapidement des outils européens de consultation, de participation, etc., que la directive nous permet de créer, de réaliser, notre capacité, c'est-à-dire la capacité du syndicat de représentation au niveau d'entreprise, de fédération nationale et du syndicat européen de répondre à la rapidité de ce processus sera toujours plus lente que la réponse nécessaire pour ce type d'évolution rapide de processus. Donc, il faut réfléchir sur la mise en place de la directive, sur la transposition nationale, sur les besoins que le Parlement et les niveaux de prise de décision de chaque pays commencent à intervenir non seulement pour transférer la directive européenne dans la législation italienne, mais aussi tout ce qui est maintenant sur papier doit être, et il faut essayer de bien l'appliquer. C'est ça un des terrains sur lesquels il faut travailler davantage en tant que confédération nationale de catégorie et aussi en tant que syndicat européen. Donc, on a besoin, sur les sujets qui concernent comment faire du travail syndical dans l'entreprise multinationale, on a besoin d'un soutien plus direct, plus concret, parce qu'on ne peut pas laisser les syndicats tout seuls au niveau européen, donc stimuler au niveau européen. C'est-à-dire même, on pense même aux députés. Je pense par exemple au travail que le député Cercas est en train de faire, par exemple sur les droits d'information qui peuvent anticiper les changements des entreprises, sur la possibilité des travailleurs de participer aux choix qui ont des conséquences importantes pour les travailleurs suite au processus de réorganisation et redéfinition de l'entreprise. Donc ça, c'est un travail qui doit être dans l'activité européenne des syndicats. C'est un travail qui doit pouvoir être réalisé de manière plus efficace que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Maintenant, on demande à notre acteur, peut-être notre pivot pour la coordination transnationale dans ces secteurs, donc la Fédération européenne, donc Case in World. Donc, comment tu vois la possibilité de résoudre ces problèmes techniques, mais aussi point de vue syndical? Alors, merci. Je voudrais tout d'abord remercier Philscan pour ce projet et cette conférence. C'est vraiment très important et je voudrais dire seulement quelques mots, faire quelques réflexions sur... je ne sais pas si je peux faire ça en 3 minutes, mais je vais essayer si j'aurai quelques minutes en plus. Je vais voir. Donc, l'effet, par exemple, d'affronter le problème, d'examiner les problèmes des comités d'entreprise européens est important, même s'il faut voir s'il y a plusieurs secteurs qui sont impliqués. Mais ce n'est pas un nouveau problème. L'effet d'avoir 2 comités d'entreprise multisectoriels, on a parlé de ça pendant des années, même Unilever, il y a beaucoup de secteurs, donc la coopération avec les syndicats du secteur chimique. On connaît très bien ces problèmes. Peter connaît les problèmes. Volker et Power aussi connaissent les problèmes. On devrait parler plutôt de solutions. Donc, de mon point de vue, de mon secteur, seulement une panoramique, il y a 25 entreprises qui opèrent dans ces secteurs et qui ont des comités d'entreprise européens. Et parmi ces entreprises,
Bon, je travaille directement avec ces entreprises, presque. Il y a beaucoup de travail à faire pour ce qui est de la négociation et quelques-unes ne savent même pas ce qui se passe. Il y en a environ 10 qui sont multisectorielles et il y a d'autres entreprises multinationales avec lesquelles il faudrait discuter pour la création, pour la constitution de comités d'entreprise européens. Comment on peut travailler, comment on peut opérer? Comme on a dit hier, on a plus que 100 compagnies et entreprises multinationales dans ces domaines. Donc, on essaie de nommer des coordinateurs. On essaie d'avoir un coordinateur. Normalement, c'est un fonctionnaire syndical national du pays où le siège de la multinationale est situé, parce qu'il y a la direction centrale. Donc, ces coordinateurs devraient préparer les travaux, devraient préparer les rencontres, les rencontres de suivi et reporter aussi en syndicats nationaux. Il y a des cas où ça fonctionne très bien. Gabriel est un exemple de cette activité. Il coordonne de manière excellente les comités d'entreprise. On a le Club Méditerranée, par exemple, où notre collègue Christian fait la coordination. Ça fonctionne très bien dans certains cas, mais dans d'autres, non. Donc, voilà, une des premières recommandations que je dois faire, il faut avoir une coordination très étroite à tous les niveaux, national, européen, etc., pour pouvoir faire face à tous ces problèmes sectoriels. Donc, comment s'organiser? Comment on peut faire? Comment on peut réaliser cette coordination multisectorielle? Donc, il y a une entreprise, on a le comité d'entreprise européen, la fédération européenne examine comment l'entreprise est organisée, on vérifie quelles sont les sociétés, les entreprises associées, et on continue. Donc ça, a été déjà fait dans certains cas, comme l'Institut syndical européen, comme d'autres ont fait. Il y a d'autres institutions à l'enquête, par exemple, fait la coordination pour les transports. Elle travaille avec nous. On parlait, par exemple, de la base des données. Je crois que c'est quelque chose d'excellent. J'ai beaucoup apprécié la présentation sur le rôle du comité d'entreprise européen, parce que ce sont des informations très importantes, mais on sait très bien que les données changent constamment. Donc, on a essayé plusieurs fois de créer des bases de données sur les comités d'entreprise, mais on n'a jamais eu de succès, on n'a jamais réussi. Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Donc, justement, on a besoin de temps pour mettre à jour la base des données. Dans mon secteur, par exemple, on a essayé de faire un mapping pour voir où ces comités d'entreprise sont situés, donc quelles sont les sociétés qui sont représentées, les types de représentation. Mais c'est un travail qui était très difficile et qui n'a pas réussi vraiment. Donc, il est difficile d'avoir des données cohérentes, de les mettre à jour, de le mettre à jour de manière constante. Donc, la deuxième considération, la base des données, OK, c'est très, très bien, mais ça peut pas toujours, c'est pas toujours faisable dans certains cas. Il faudrait collecter des données sur les multinationales, sur les entreprises multinationales ad hoc, c'est-à-dire quand il faut affronter un certain problème, donc des données spécifiques. Ensuite, on a des situations multisectorielles. Par exemple, dans mon secteur, dans le secteur du catering, qui est externalisé. Les entreprises européennes travaillent dans deux domaines différents et les entreprises de catering s'occupent par exemple du nettoyage, de sécurité. Quelques entreprises passent à la restauration aussi. Et même dans ces cas-là, nous avons des comités d'entreprise européens et on va être sûr que tous les comités représentent tous les sous-secteurs. Nous avons commencé des colloques avec Uni Europe pour être sûr que ça puisse se produire. Et à ces propos, je voudrais
remercier l'Institut européen, syndical européen parce qu'ils sont en train de faire une restructuration profonde et on est en train de prévoir une rencontre sur, par exemple, sur les catering externalisés et aussi nous allons certainement inviter à cette réunion les membres des différents comités d'entreprise européens. Comme on a dit tout à l'heure, il s'agit souvent de problèmes administratifs, techniques, mais il faut les affronter parce que c'est notre pain quotidien. Donc, il faut aussi utiliser les comités d'entreprise européens du point de vue politique. Normalement, ils sont là pour nous aider, pour défendre le droit et les intérêts des travailleurs, pour avoir un progrès social, mais nous devons aussi nous assurer d'utiliser les bonnes informations, la bonne consultation pour combattre, par exemple, lutter contre la restructuration. Souvent, c'est un prétexte pour diminuer le personnel, pour la mobilité, pour réduire, comme on a dit, le personnel. Donc, le comité d'entreprise devrait défendre les droits des travailleurs et aussi utiliser les comités, par exemple, comités d'entreprise européenne, les utiliser du point de vue politique pour organiser le plus grand nombre de travailleurs. Parce que nous avons vu que dans beaucoup de secteurs, il y a un niveau d'organisation assez bas, surtout dans certains pays. Par exemple, en particulier dans l'Europe centrale et de l'Est, où on a ces types de situations. Ceci affaiblit énormément les comités d'entreprise. Donc, ma recommandation est utiliser les comités d'entreprise du point de vue politique et pour des buts syndicaux. Donc, l'aspect qui est un des points intéressants, que beaucoup d'entreprises multinationales dans beaucoup de secteurs et donc les fédérations syndicales globales qui ont à voir avec ces actions ont déjà conclu des accords, ont signé des accords, conventions collectives globales, et donc ce sont des activités quand même complémentaires. Donc les travaux des syndicats au niveau global, tous ceux qui sont en train de faire des accords cadres, parce qu'au niveau multinational, dans certains comités d'entreprise, on a, par exemple, soulevé des questions de problèmes globaux sur les droits des travailleurs. Donc, il faut aussi soutenir des niveaux, des problèmes au niveau global. Dernier, mais pas moins important, le dernier problème, c'est le problème des ressources. Et dans 100 comités d'entreprise, nous avons une position pour un fonctionnaire dans le secrétariat qui est responsable pour tous les comités d'entreprise au niveau multinational. Moi, je travaille dans le secteur touristique, du tourisme, et j'ai affaire avec beaucoup d'entreprises, donc les dialogues sociaux, toutes les autres tâches. Donc, je pense que tout, c'est la même chose pour le coordinateur national. Donc, tout le travail qu'on fait pour les comités d'entreprise est additionnel, supplémentaire à ce qu'on est en train de faire pour le travail. Donc, la quatrième, c'est une question plutôt qu'une conclusion. C'est qu'on devrait discuter sur comment obtenir des ressources humaines et financer le travail au niveau national et européen de comités d'entreprise. Donc, c'est une question de type politique. Io credo che nella conclusione. Je pense que tu as vraiment donc parlé de points tout à fait importants pour la stratégie d'un syndicat. Et je pense donc que ce genre donc de pensée peut être même confirmé au niveau des organisations nationales qui sont donc affiliées avec les fédérations européennes. Donc, je passe immédiatement la parole à Hélène Debord, CFDT, secrétaire national pour son opinion. Hélène Debord, vous la parole. Elle-même pour répondre aux questions soulevées pendant mon introduction.
là, on a parlé, donc on a abordé plusieurs points, et notamment celui du cadre législatif qui a été amélioré. Donc je salue ça, bien sûr. Mais je voudrais insister sur le fait que ce cadre-là reste insuffisant et qu'aujourd'hui, ce qui peut faire avancer les comités d'entreprise européens, bien sûr en se basant sur ce cadre législatif, repose sur la volonté de chacun, sur la volonté collective et la volonté individuelle. Donc on a beaucoup de choses à faire ensemble, et aujourd'hui les comités d'entreprise européens avancent trop lentement compte tenu de la vitesse à laquelle s'organisent les multinationales, et il est donc plus que jamais important d'organiser notre réponse syndicale à l'échelle des entreprises. Mais bon, ça a été déjà abordé un certain nombre de fois depuis le début de ce séminaire. Et donc, pour parler de l'engagement, pas individuel, mais collectif, mais disons de ce qui repose sur cette volonté, enfin sur ce travail qui est le nôtre, je vais me reposer sur 2 points concrets. Un que j'ai déjà abordé hier, c'est celui de Lactalis. Alors, Lactalis, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui illustre la difficulté de mettre en place des comités d'entreprise européens. Donc, cette multinationale qui est implantée en France, en Espagne et en Italie, on a déjà fait des démarches pour essayer de faire en sorte qu'un comité d'entreprise européen soit mis en place. D'abord, 100 signatures ont été déposées par les Espagnols, je l'ai dit hier. Ensuite, une lettre commune a été écrite entre l'AFGA et l'UGT en Espagne. Cette lettre a été adressée à la direction espagnole, à la direction française. Mais il s'avère qu'en France, on a une équipe syndicale qui est un peu faible et qui ne mesure pas les enjeux, les intérêts que ça pourrait leur apporter d'avoir un comité d'entreprise européen. Et donc, Christine disait tout à l'heure, on ne peut pas parler que des problèmes, donc je vais essayer d'émettre peut-être une proposition de solution. C'est que pour notre équipe syndicale en France, il serait très intéressant qu'elle puisse être en contact avec les Italiens qui sont très motivés de la même entreprise, avec les Espagnols, pour essayer vraiment de construire cette instance. Et si c'est nous qui allons les voir en leur expliquant, c'est très important de mettre un comité d'entreprise européen en place, de dire oui, alors c'est la FGA, c'est Paris, ou c'est les FAT. Donc tout ça pour dire que ce réseau qu'on est en train de construire aujourd'hui, donc c'est ce qui repose sur notre volonté à tous, ça serait éventuellement de pouvoir faire en sorte que ces salariés puissent discuter entre eux pour mesurer l'enjeu de l'intérêt d'avoir un comité d'entreprise européen. Donc je prends l'exemple de Lactalis, je répète, parce que c'est français, espagnol et italien, mais on se trouve confronté aussi à ce même genre de problème avec Sonoble, Intersnack, Bell, Belvédère. Donc on pourrait, pareil, imaginer des stratégies politiques pour essayer de résoudre ce genre de problème, essayer de faire avancer les choses plus rapidement. Second point, alors plus qu'un exemple, une question, c'est sur le travail précaire. Le travail précaire, c'est le slogan du congrès de l'EFAT. C'est un sujet auquel on se trouve confronté quotidiennement. Et j'aimerais souligner le fait que le comité d'entreprise européen peut être un instrument incroyablement intéressant pour pouvoir pour pouvoir résoudre, pour pouvoir avancer sur cette question du travail précaire qui concerne un grand nombre de multinationales, dans l'hôtellerie, j'imagine bien sûr, mais aussi dans le secteur de la viande, pour parler du secteur de l'alimentation, et aussi dans le secteur de l'agriculture. Et par exemple, une entreprise comme Bonduelle exploite des salariés, puisque maintenant la chaîne va du début jusqu'à la fin, de la cueillette des légumes jusqu'à la transformation. Donc beaucoup d'entreprises sont confrontées à ce travail précaire. Et là encore, c'est un sujet qui devrait être mis à l'ordre du jour du comité d'entreprise européen, que ça soit demandé collectivement par chacun d'entre vous, d'entre nous, et peut-être en évoquant la responsabilité sociale de l'entreprise, mais en tous les cas, il faut dépasser le cadre législatif pour pouvoir aborder ces questions-là. Et bien sûr, pour peut-être arriver au final à des accords collectifs sur ces questions qui pourraient réguler les questions de dumping social, de travail précaire, enfin, tous les angles sous lesquels elles se posent. Donc voilà, un cadre législatif, c'est bien, mais maintenant,
Comment créer des alliances encore plus fortes pour essayer d'avancer à la vitesse des multinationales pour organiser une stratégie politique aussi efficace que la leur? Voilà. Merci Hélène. Merci Hélène pour l'intervention. On passe à un autre pays, mais toujours à niveau des fédérations. Scusate, passiamo a un altro paese di nuovo. Nous passons toujours à un autre pays au niveau des fédérations. Que Dries, Belgique. Quelle est ton opinion? Quelle est ton opinion? Comment tu peux considérer cette stratégie de ce point de vue? Eh bien, la stratégie, donc la plus grande partie des éléments de la stratégie ont été donc considérés et donc mis sur le tapis. Il n'est pas nécessaire de répéter ce que l'on a déjà dit. Si nous considérons ces deux secteurs, les médias et donc l'informatique, donc, en pratique, nous voyons une certaine concentration de tous les problèmes dont on a parlé dans les autres secteurs. Donc, les niveaux d'internationalisation, même les côtés multisectoriels aussi. Donc, les gens qui travaillent dans ces secteurs, ces gens travaillent tous les jours. Donc, nous avons la direction en Belgique et donc l'autre niveau de direction en Finlande. Donc, ainsi de suite. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas? Ce sont des entreprises donc internationales qui existent déjà dans la vie réelle de tous les jours. Donc, le propriétaire est au dehors du pays, mais la direction peut être éparpillée n'importe où dans le monde, dans les quatre coins du monde. Multisectoriel, par définition, nous avons justement la production, le service, les tertiaires. Elles tâchent même de trouver de nouvelles activités dans les marchés. Et tous les côtés, nous avons tous les côtés là-dessus. L'année dernière, nous avons même expérimenté avec ces gens les propositions avancées, formulées. Nous avons tâché de créer des alliances, de transfédérations, HP par exemple. Donc, vous comprenez là-dessus, n'est-ce pas? Pour avoir donc comment dirais-je, une ligne tout à fait conjointe d'action. Nous avons fait des investissements énormes dans le bassin de l'information pour vendre cette idée de la coordination de ces, parce que dans les secteurs de l'informatique, donc les syndicats sont tout à fait faibles. Voilà donc le deuxième côté, le deuxième point qui est tout à fait intégré d'un côté international, ou malheureusement, et même au niveau national, donc il faut se rembourrer les manches, donc arriver à des syndicats qui puissent agir au niveau international. Donc, nous sommes donc dans une situation là où nous devons donc agir au niveau international de façon telle que les syndicats au niveau national peuvent donc avoir, trouver ou tirer de bénéfices même au niveau national. Et donc, quand je considère le côté pratique, peut-être j'ai des pensées, donc je voudrais donc formuler des pensées là-dessus. Je voudrais donc penser ou envisager des nouvelles stratégies. Ce qui n'est pas très urgent, nous avons déjà débattu, c'est là. Nous avons les outils, les instruments nécessaires, les présentations de l'ouvrière, la banque de données d'essai, donc la participation également au travail. Voilà, des outils tout à fait, dirais-je, merveilleux. Je suis tout à fait d'accord. Donc, que la Fédération syndicale européenne est le seul organe ou organisme, donc le seul organisme qui a justement deux instruments tout à fait opérationnels. Donc, notre priorité ne devrait pas être celle d'avoir d'autres outils ou instruments. Mais si nous voyons le chiffre, nous avons 1400 entreprises qui ne sont pas encore organisées et nous avons des centaines de ces entreprises que nous ne connaissons même pas. Et donc, ceci pourrait être un problème et si nous remportons un succès au sein de l'organisation des 1300 CE dans ces 1400 entreprises que nous connaissons déjà. Donc, il faut commencer de maintenant à organiser ces entreprises. Quand je vois donc la pratique, donc, enfin, mon travail de tous les jours, donc, il y a deux points à considérer, à percer. Avant tout, le côté psychologique du syndicat. Donc, nous avons tâché, il faut tâcher de voir les secteurs de façon tout à fait différente, même au sein des syndicats.
quels sont nos rapports avec la Confédération syndicale européenne. Et même, il faut considérer, songer à la façon dont ils opèrent. Donc, 2 minutes encore. Avant de recevoir donc la formation dans ce secteur, avant d'être formé, en revenant en Belgique, donc moi, je reconsidère mon histoire. Je vis cette histoire depuis 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes des syndicats, des syndicalistes, mais en néerlandais, on dit des syndicats centraux en néerlandais. Et dans les premières années du XXe siècle, il y avait donc des fédérations tout à fait locales. Et il y avait donc des syndicats locaux émergents, donc qui étaient tout à fait bien organisés au niveau local, tout à fait démocratiques, orientés sur les travailleurs, les employés. Donc le problème, c'était plutôt qu'ils ont tâché de former des organisations nationales. Les entreprises étaient organisées au niveau national et donc ils ont été donc nommés fédérations, comme les fédérations syndicales européennes. Les fédérations ce ne sont pas de syndicats. Nous coopérons, nous décidons à chaque année combien de ressources, argent alloqué aux fédérations, ce que nous allons faire ensemble. Si nous allons publier quelqu'un, si on va embaucher quelqu'un au niveau national, mais si nous utilisons l'argent de cette manière, nous aurons des problèmes au niveau local parce que nous voulons peut-être organiser quelque chose au niveau local. Voilà un problème. Les processus décisionnels donc s'avèrent au niveau local et pas au niveau fédéral. Et donc un pays très petit comme la Belgique, un tout petit pays comme la Belgique, donc décolisé à 150 mètres de distance, s'il y avait, dirais-je, des rencontres, même des colloques, enfin, il devait donc se déplacer et il venait en arrière. Donc, on parlait justement de problèmes tout à fait urgents. Et puis, il disait, ah bon, laissons tomber, ce n'est pas notre priorité. On va aborder ce sujet l'année prochaine. Donc, le débat du côté politique, peut-être, c'est un détail aujourd'hui. Donc, enfin, s'il y avait une division, donc il pouvait donc former l'autre fédération et tout devait s'adapter justement au niveau local. Mais c'était autrefois. C'était comme crier dans le désert, donc personne n'entendait. Donc, ceci a causé donc une grosse perte d'affiliés au syndicat. Finalement, on a bien décidé de ne pas être des fédérations non plus, mais des syndicats nationaux. Et donc, au niveau national, on a parlé justement du processus décisionnel. Donc, le Conseil national donc, décide au niveau local. On va élire donc la personne qui va prendre les décisions au niveau central. Donc, ils ont centralisé les effectifs et donc, ils se sont un peu adaptés, dirais-je, aux enjeux des entreprises. En plus, nous avons même constitué, dirais-je, la sécurité sociale après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'était donc la façon dont l'économie était structurée, les pouvoirs politiques et les contre-pouvoirs, et donc nous avons donc agir par conséquent. Donc, si l'on ajoute 80 ans, si l'on traduit ceci du national à l'européen, on peut se trouver exactement dans la même situation. C'est toujours la même histoire, mais au sein de la Fédération européenne et les fédérations nationales. Donc, il a fallu 40 ans pour arriver à ce point. J'espère qu'il n'y aura pas besoin d'autres 40 ans pour faire ceci au niveau européen. Mais parfois, il faut changer la psychologie des choses. Il faut permettre donc aux gens d'avoir donc les moyens nécessaires pour opérer des changements au niveau européen. Et donc, il faut même permettre, dirais-je, aux gens de s'adapter à la situation. On ne peut pas être de petits, joueurs de football dans un terrain de jeu énorme. Il faut s'adapter. Parce que si on aborde un autre niveau, les gens disent la décision n'est pas tellement claire, donc on est un peu détourné, on ne voit pas tous les détails, donc on va s'égarer, on ne comprend pas les différences au niveau national qui peuvent être portées. Mais on va perdre de l'importance au niveau européen. Donc, je pense finalement, chers collègues, chers amis, qu'il faut même considérer ces points, même s'ils ne sont pas tellement loin de notre contribution avec une certaine autonomie. Nous pouvons y travailler au niveau local. Et donc, c'est une chose que nous sommes en train de tester depuis ces 3 dernières années. Ce sont des petites choses, des petites étapes, des petits pas, mais je ne veux pas cacher, dirais-je, dans cette situation, parce que j'apprécie beaucoup le travail au niveau national, mais dans le secteur de l'informatique, nous ne tâchons pas de coopérer trop avec le département national.
Donc, le secrétaire doit parler 2 ou 3 langues pour être opératif justement dans le secteur informatique. C'est un critère utile que nous avons donc passé, mais il faut toujours respecter ce critère pour être à même d'être donc confronté avec le scénario international. On peut pas espérer être efficace au niveau d'une entreprise internationale, hein, sans justement considérer tout cela. Si nous sommes uniquement capables au niveau national, parce que nous allons perdre justement, dirais-je, des possibilités. Il s'agit de l'organisation, mais même des affiliés, parce que beaucoup de nos affiliés sont dans l'essai. Quand nous avons discuté ou débattu, même les raisons pour nous organiser dans notre niveau, nous avons eu 8-9 colloques. Et nous avons dit, eh bien, nous voulons avoir donc un comité sélectionné pour l'essai. Et même les fonctionnaires syndicaux ont parlé, ont discuté, donc comment améliorer la situation, comment progresser, comment s'améliorer dans nos ensembles. Mais il faut convaincre ces gens, avoir donc le support, le soutien des syndicats. Dans le secteur informatique, ce n'est pas tellement évident ou clair. Il y a des entreprises qui ont dit pourquoi pas ne pas être impliquées au niveau du conseil. Et donc, les relations sont en train de s'améliorer, mais beaucoup d'entreprises pensent toujours qu'il n'est pas tellement nécessaire. Je suis impliqué au niveau syndical chez moi. Et donc, je pense que je ne pourrais pas être impliqué au niveau international. Si nous reculons, donc, si on va jeter un coup d'œil à l'arrière, il faut considérer que nous devons être prêts immédiatement à franchir, dirais-je, cet obstacle. Il faut donc considérer la situation actuelle des entreprises et affronter la politique. Il faut trouver des accords sur l'organisation. Nous devrons même être à même de faire tout cela. Et il faut même être aidé pendant les prochaines années. Merci, Ken. Stai parlando di una sfida. Tu parles donc d'un défi énorme. Mais je pense que c'est vraiment le grand défi à relever. Et donc, je partage tout à fait ce que tu nous as dit tout à l'heure. Et je pense qu'il y aura justement la chance de s'avancer, même dans les côtés psychologiques, qui a tout à fait une certaine importance. Donc, je passe maintenant la parole à notre camarade espagnol, Francisco Villalón, parce qu'il est le secrétaire général d'une fédération, la fédération, donc le rôle du réseau au niveau européen. Donc, Francis peut nous faire part de ses idées. Et merci, bonjour à tout le monde. Donc, je voudrais donc commencer mon rapport avec une réflexion, dirais-je, à la question qui était posée au début par le modérateur, respectant le temps imparti de 3 minutes. Et j'attacherai donc à donner une réponse concrète. Donc, je voudrais donc commencer et vous dire que la première réponse est celle d'être ici aujourd'hui. Donc, le projet Mumia, c'est une réponse en soi. Et j'ai dit ça à un responsable d'une organisation qui a l'opportunité aujourd'hui d'être ici. Et beaucoup de réflexions que l'on a lancées, j'aurais jamais pu le faire. Donc, nous avons, comment dirais-je, une étude qui nous oblige de considérer cette réalité concrète, une étude qu'on a bien menée. Donc 7 ans que nous traversons justement en Europe, en Espagne, donc ce temps de crise, donc jamais je l'aurais pensé auparavant. Mais aujourd'hui, je pense que la directive, c'est un droit qui doit être imposé aux entreprises nationales qui sont obligées de l'appliquer. Mais c'est uniquement depuis un an dans notre confédération, dans l'organisation nationale. Nous avons été justement impliqués en 3 grèves générales. Donc, cette crise nous oblige à faire face aux problèmes du travail qui ont justement des priorités. Et ce n'est pas qu'on ne veut pas faire des choses, et que le fait est que nous avons d'autres problèmes qui sont plus concrets, plus difficiles à résoudre, demandant des solutions instantanées, et donc d'autres objectifs qui sont un peu négligés parfois.
mais pas oublié. Voilà donc la première pensée que je voudrais donc partager avec vous tous et vous toutes ce matin, grâce au fait d'avoir cette énorme opportunité d'être là aujourd'hui avec vous. Donc, je suis tout à fait convaincu que la crise a beaucoup d'aspects négatifs pour le monde du travail, mais même pour la communauté, et dirais-je pour l'entreprise ou la communauté sociale. Et donc, il faut trouver des solutions à ces problèmes. Et donc, nous avons un peu de problèmes, mais nous devons trouver des chances pour s'avancer. Donc, nous sommes un petit pays, l'Espagne, avec des entreprises qui ne sont pas tellement grandes. Dans le tourisme, on s'est développé. Il y a eu, dirais-je, un développement tout à fait remarquable. Il y a eu des chaînes dans l'hôtellerie qui ont été constituées. Donc, en Espagne, ces chaînes devraient avoir des C dans l'hôtellerie. Pas moins de 6, mais malgré le fait que nous avons justement insisté beaucoup, les entreprises espagnoles ne nous écoutent pas. Donc, la crise est en train de les obliger de considérer d'autres besoins à remplir. Nous avons depuis peu une négociation tout à fait réjouissante, forte. Et donc, nous sommes arrivés justement à des accords tout à fait douloureux, dirais-je. Mais ce que les entreprises nous proposaient, c'était même pire que ça. Donc, RH, c'est une entreprise qui est localisée en Europe avec de capitaux, société majoritaire espagnole. Et donc, nous avons toujours gardé de bonnes relations avec les organisations syndicales pour développer le dialogue social européen, pour créer aussi, de constituer un au sein de cette chaîne dans la loterie. Meliá, c'est une autre entreprise du tourisme espagnol, le même problème. Moi, j'ai travaillé pendant 36 ans dans cette chaîne MEA, une relation politique et personnelle, mais c'était difficile aussi. Donc, ils n'ont pas... Bon, ils ne se font pas des soucis, donc ils disent donc, si nous ne respectons pas la directive, ça ne ferait rien. Ils ne pensent pas, dirais-je, aux répercussions négatives, parce que le gouvernement ne les oblige pas, absolument pas. Et donc, voilà, donc je marquais cette réflexion concernant justement le fait, cette pensée qu'il y a cette idée qui va passer comme une exigence à remplir, pas tellement prioritaire, dirais-je. Et donc, la crise, malgré le fait que nous avons d'autres problèmes, nous avons même, dirais-je, la volonté de demander à ces gens de respecter ces points, à la direction de respecter ces points. Il est nécessaire que les gens puissent comprendre les besoins d'avoir, c'est une exigence que celle de constituer un C. Parce que si nous avions eu une relation de dialogue, dirais-je, permanent, en ce qui concerne ce droit de consultation et information, nous aurions pu affronter les problèmes actuels d'une façon tout à fait différente. Donc, si nous avions planifié tout cela au préalable, nous aurions utilisé cette information afin que les travailleurs pouvaient la connaître, et même connaître la réalité, et qu'ils pouvaient donc réagir de façon différente, différemment que ce qu'ils avaient fait avant. Voilà donc les côtés, dirais-je, les plus importants, n'a pas négligé, et pas uniquement une pensée. Ça devrait être, dirais-je, une forte volonté politique de la part des organisations nationales de s'avancer de cette manière. L'Union européenne, donc tous les pays demandent à l'Union européenne, et même les citoyens demandent de faire quelque chose. Ce n'est pas uniquement l'Espagne qui était donc le pays le plus européen du monde, avec des problèmes. Avant, l'Espagne, c'est le pays le moins européen peut-être. Je l'ai dit d'après la statistique, évidemment. C'est pas moi, c'est ma pensée personnelle. Je me sens plus européen que je n'étais pas, ça fait déjà 15 ans, parce que je pense que la solution des problèmes est différente. Cela demande une plus forte participation de la part des Européens et des Européennes, là où
où donc les citadins puissent justement, les citoyens peuvent donc participer avec cette démocratie, avec beaucoup d'informations, et ceci pourra nous permettre de faire face aux problèmes de la manière la plus concrète, réelle possible et véritable. Et donc voilà donc la situation telle qu'elle. Et après, une chose à ne pas, dirais-je, passer sous silence. Je pense qu'hier, l'on a dit justement les interventions délivrées. Donc, je pense que l'on puisse même tirer des conclusions tout à fait positives de cette crise, donc des enseignements positifs. Il y a, dirais-je, même des tragédies, des catastrophes. On a parlé justement du Bangladesh. C'est une catastrophe. Il y a des choses que les entreprises font. Je sais, il y a des entreprises multinationales espagnoles qui ont participé, qui sont justement impliquées dans ce genre d'exploitation du travail. Et donc, si nous avions deux informations, deux consultations à ce qui est des conditions de travail des travailleurs, là où il y a ces entreprises, ces usines, donc si nous avions cette information, nous devrons intervenir immédiatement pour ne pas permettre donc que cette tragédie puisse s'avérer. Donc, les outils que nous avons, c'est justement laisser le comité d'entreprise européen, les seuls outils que nous avons. Et donc, les deux derniers points que je vais traiter. Donc, bien sûr, je ne vais pas parler trop parce que le temps est tout à fait nous presse. Je voudrais remercier Gabriel et tous les collègues aussi. Donc, la chance et l'opportunité d'être là aujourd'hui qui va enrichir notre travail. Et je voudrais dire que mon organisation, l'organisation s'engage personnellement au niveau national à faire avancer cet engagement permanent pour la Constitution d'essai. Et je voudrais également remercier vous tous pour cette invitation et pour la chance de participer dans ce projet Mumia. Merci beaucoup. On va passer immédiatement à l'intervention de notre hôte de cette initiative, de l'organisation qui s'occupe aussi de ce projet. C'est Madame Giuliana Mesina, qui est la secrétaire nationale de PhilCamps. Alors, tout d'abord, merci à tous, et à toutes et à tous, comme j'ai dit hier, pour votre présence et votre participation active à cette activité, cette initiative. Merci aussi à Francisco parce que ça me permet de me relier pour dire qu'un des éléments de construction et de propositions importantes pour surmonter ces problèmes sont ces types, représentés par ces types d'initiatives. Donc, la dimension de la conception qui met ensemble des gens pour raisonner sur des sujets transnationaux, comme par exemple ce type de conférence, permet d'avoir une collaboration concrète parce que ça vous permet de voir, par exemple, le nombre de partenaires qui sont ensemble pour discuter sur des sujets qui permettent de mettre ensemble autour de la même table beaucoup de têtes, beaucoup de gens de fédérations différentes et donc de savoirs aussi, mettre ensemble des savoirs communs. Donc un des éléments dans lesquels on croit est celui-ci. Ensuite, je parle en tant que fédération des catégories et qui est donc dans ces raisonnements, je me considère la dernière maille de la chaîne, de la filière, donc ceux qui sont devant le travailleur, même dans la construction de ces types de cultures européennes et donc qui doivent essayer d'améliorer la participation des travailleurs parce que les camarades italiens vont certainement reconnaître une phrase qui était d'un chanteur qu'on aime beaucoup qui dit « Démocratie, c'est participation ». Mais c'est vrai aussi que la démocratie devient plus efficace si il y a la connaissance derrière. Donc, de ce point de vue, pour que la participation devienne plus efficace, participation donc démocratie, il faut aussi implémenter les niveaux de connaissance. Et en tant que proposition réelle de notre point de vue, dans le cadre d'une crise que, comme on a dit souvent, oblige
à gérer des situations d'urgence, les problèmes aussi, et qui risquent de mettre en deuxième plan des initiatives comme celle-là. Nous avons choisi, nous avons décidé de travailler, d'opérer par des initiatives et de mesures anticycliques, parce qu'on croit qu'on peut sortir d'une crise grâce à une politique anticyclique et pas d'austérité, parce qu'on est contraire à l'austérité, dit aux diminutions indiscriminées. Donc, nous avons examiné, on a destiné une partie du budget des FILCAM à la formation qui, dans des moments de crise, est dans la direction opposée, donc sur des sujets spécifiques comme la directive comme les entreprises multinationales, la transnationalité, la transsectorialité, nous voient, même si avec beaucoup de peine, avec beaucoup d'efforts, comme vous avez entendu par toutes les fédérations et toutes les organisations, mais nous voient agir parce qu'on croit dans le fait que même ces initiatives nous permettent de renforcer même le rapport de force sur les tables de négociation. Donc, nous sommes en train de nous concentrer sur ces types d'activités, parce que d'une certaine manière, on veut agresser, on veut attaquer deux problèmes qui se sont dégagés des interventions. Donc, la première des interventions précédentes, la première, c'est la lenteur de syndicats par rapport aux entreprises multinationales, donc dans la transformation, dans l'évolution. Et nous qui, d'une certaine manière, on est liés, on est obligés de rester sur la construction du consensus par des mécanismes démocratiques dans nos décisions, on est plus lent. Donc, pour être plus lent, il faut avoir un peu plus de culture, c'est-à-dire connaître davantage le mécanisme et donc investir dans la formation à tous les niveaux, parce que ceci permet de construire des décisions et un consensus plus rapide. Un autre point de faiblesse, donc un autre point critique, est, comme l'a dit, la faiblesse des capacités de négociation de comités d'entreprise européens, parce que d'après comme prévu par la directive, ce sont des organismes d'information, donc l'activité, disons, limitée, mais je fais l'exemple dans mon pays, dans le secteur duquel je m'occupe, par exemple, les secteurs d'information, technologie de l'information et de la communication, par exemple, ou très difficilement la maison mère en Italie, mais normalement, on doit se confronter avec la société pour gérer des rapports de force sur la base des décisions qui sont prises en dehors de cette table, et donc même la possibilité de modifier ces décisions, même si de manière limitée, est vraiment en dehors de la table des négociations. Bien, ceci représente bien sûr un point critique. On est en train de chercher de trouver des éléments où on peut intervenir, où on peut agir, c'est-à-dire, par exemple, avoir un parcours à 10 voies, c'est-à-dire non seulement le comité d'entreprise peut aider, donc tous les mécanismes de confrontation, de participation au niveau européen peuvent aider pour tous les problèmes qu'on retrouve au niveau national, dans chaque siège, dans chaque pays, mais on peut avoir même une situation contraire. Et donc, il faut essayer de se de vue de contaminer par la capacité de négociation différente qu'on peut avoir dans les différents sièges des entreprises multinationales. Il faut essayer de contaminer et impliquer dans les cas où les comités d'entreprise rencontrent. Il faut essayer d'unifier, de participer aux luttes dans le pays individuel où on a des problèmes, par exemple, différents. Ça s'est produit avec IKEA, par exemple. Et ensuite, on parlera du problème des alliances dans la deuxième partie de la conférence. Il nous arrive chaque jour, par exemple, même dans des entreprises d'autres secteurs,
Je pense par exemple, notre entreprise que je suis personnellement, c'est American Express. Vis-à-vis de cette entreprise, il y a un rapport de force en Italie qui est plus fort, plus puissant, qui permet d'obtenir, même dans certains points de vue, des capacités de négociation plus favorables par rapport au reste et parfois est capable de contaminer même du point de vue de l'échange des informations par rapport à ce qui se passe au niveau européen d'échange. Donc ce sont de petits mouvements, mais qui donnent une idée du fait de la possibilité de ce parcours, de cette solution. Et un point qu'on peut renforcer. Pour ce qui est des ressources, c'est vrai, c'est un problème politique. Je suis tout à fait d'accord avec Kirsten. Et je pense qu'on peut trouver une réponse partielle au niveau de négociation dans chaque pays individuel. Je me fais référence à ceux qui négocient dans chaque pays, c'est-à-dire à ceux qui ont la capacité de négociation. Dans chaque pays, je parle par exemple de Metro Cash and Carry, c'est le représentant italien qui est ici dans la salle. Dans la convention collective d'intégration de Metro Cash and Carry, il y a une possibilité à la charge de l'entreprise pour ce qui est du comité, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des ressources pour faire participer des comités d'entreprise, donc le représentant du comité d'entreprise, faire participer aux initiatives. Donc, c'est un petit élément qu'on souhaite renforcer à l'avenir et qui pourrait signifier la possibilité d'avoir plus de ressources dédiées à ce type d'activité, parce que c'est ici qu'on prend connaissance, par exemple, de projets qui peuvent avoir un impact dans notre pays et donc construire des alliances pour renforcer les pouvoirs des négociations